1, 2... Je m'appelle Aurélien, je travaille depuis chez moi, en télétravail, je suis écrivain, auteur-traducteur. Je travaille avec des boîtes de communication comme rédacteur et je travaille aussi dans l'édition, pour une petite boîte d'édition, où je fais surtout de la promotion et un peu d'édition sur les manuscrits. Et j'ai lancé une chaîne YouTube en février dernier, donc il y a un peu moins d'1 an maintenant, qui s'appelle L'Arche, qui est consacrée à la poésie et à l'histoire de la poésie en général, où j'essaie d'aborder la poésie, cet art-là, du point de vue de l'auteur plutôt que du critique ou du lecteur. J'ai remarqué, avant de la lancer, qu'il y avait beaucoup de chaînes littéraires qui étaient dédiées donc, à la critique de livres, ce qu'on appelle les booktubeurs en général, qui est une bonne chose, et aussi quelques chaînes qui s'adressaient plutôt aux étudiants, qui avaient un contenu pédagogique, où ils s'entraînaient à la dissertation, commentaire de texte. Et mon idée était de lancer une chaîne spécifiquement consacrée à la poésie d'une part, et qui ne prenne pas le point de vue donc, du critique ou du lecteur, mais vraiment de l'auteur, pour montrer que c'est pas un art compliqué et difficile à maîtriser. Ce qui, à mon avis, le plus grand frein de la poésie en France, c'est qu'on s'imagine qu'on ne peut pas la comprendre, qu'il faut avoir que c'est un art un peu crypté, un peu obscur, qu'il faut avoir une grosse éducation, que c'est un peu élitiste. Et ça freine beaucoup de gens, du coup, ce qui explique les faibles taux de lecture de la poésie. Et je cherche à défendre vraiment l'idée sur la chaîne là que la poésie peut être pratiquée par tout le monde, de manière quotidienne, chacun à son échelle. Tout comme aujourd'hui on consomme régulièrement de la musique, combien même on ne pratique pas de la musique, tout le monde en écoute, combien même tout le monde n'est pas réalisateur ou producteur, tout le monde va voir des films au cinéma, tout le monde regarde le cinéma, tout le monde regarde la télé. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que la poésie ne soit pas pratiquée alors qu'il n'y a absolument aucun frein technique à la pratique là. Bonjour à toutes et à tous. Avec les 10 épisodes précédents, nous avons appris comment écrire de la poésie. Et maintenant, de l'absolu, il ne nous reste plus qu'à s'entraîner. Ceci dit, je ne compte pas te lâcher comme ça de la nature avec des outils que j'ai moi-même mis des années à maîtriser. Alors certes, qu'on soit bien clair, rares sont ceux qui parviendront à créer une grande œuvre d'art. Ceci dit, absolument tout le monde peut éprouver du plaisir à écrire la poésie. Sinon, je ne serais pas là de parler. Un poème aura toujours beaucoup à t'apporter, même si tu choisis de le garder au fond d'un tiroir. Mais il faut être prêt à s'entraîner, à progresser et à écrire des choses que tu jugeras un jour mauvaises. Tu penses du coup que les gens devraient plus pratiquer de la poésie en général ou juste en lire Les deux à la fois, je pense que si on la pratiquait plus, on la lirait plus aussi, parce qu'on la comprendrait mieux. La poésie recouvre plusieurs réalités. D'une part, la poésie, telle que la conçoit la plupart des gens à mon avis, qui est un trait scolaire, on l'a tous étudié à l'école, et du coup, ce qu'on a en tête quand on dit poésie, c'est Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud et compagnie, c'est-à-dire quelque chose de très fixé, avec une énorme masse d'informations culturelles derrière, tout un background à maîtriser. Et ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est que, au-delà de l'aspect vraiment métrique et technique, la poésie peut être une pratique qui est vraiment beaucoup plus simple, qui a trait vraiment au langage tel qu'il est, à l'expression telle qu'elle est, et qui est, du coup elle est praticable par tout type de personnes, quelle que soit ta culture, ton éducation et ton bagage culturel. Est-ce qu'il y a eu en tout cas dans l'éducation, maintenant à ton avis, moins d'études de poésie, d'apprentissage ou pas? Parce que t'as à l'école? Ouais, à l'école, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, on apprend moins en moins. Ouais. Je sais pas, je suis pas sûr. Après, j'ai une vision déformée des choses. J'ai fait des études littéraires, donc j'ai fait une filière littéraire au lycée, j'ai fait une prépa littéraire après. Donc j'ai eu l'habitude de croiser la poésie. À l'époque, je n'en écrivais pas, et la poésie m'emmerdait en fait. Avant que je commence à en écrire, j'étais incapable de lire un poème, et le moindre recueil me tombait des mains. Vraiment, ça me rebutait totalement. Et je me rends compte aujourd'hui que je la comprenais pas tout bêtement, et parce que je n'écrivais pas, parce que je la pratiquais pas, j'arrivais pas à en lire. Après, du coup, j'en ai quand même soupé en littéraire. Et quand j'étais gosse, j'étais dans une petite école de campagne. J'apprenais des poèmes par cœur. Donc je pense que ça se fait encore. Je
je ne suis pas certain qu'on parle moins de poésie aujourd'hui à l'école, qu'on en apprenne moins. Mais je pense quand même qu'il y a une barrière intellectuelle pour la plupart des gens qui se représentent ça comme quelque chose vraiment d'obscur et de crypté et qui est très difficile à maîtriser. C'est pas démocratisé comme on dit, comme la musique ou le cinéma. La loi du prix unique date de 1981. On l'appelle aussi loi Lang de Jack Lang, qui était alors ministre de la Culture. Elle vise à encadrer le prix de vente d'un livre sur le territoire français, pour protéger toute la filière qu'on a vue dans le dernier épisode. Toute personne qui publie ou qui importe un livre pour la vente en France est tenue de fixer un prix public. Exemple avec un énorme placement de produit, ma traduction de L'Art de la guerre. 12,90 € marqué sur la 4e de couverture. Or, aucun revendeur, petit libraire, grande surface comme Fnac, hypermarché comme Carrefour, ne peut vendre ce livre avec un rabais supérieur à 5% de ce prix de vente. Donc pour L'Art de la guerre, personne ne peut le vendre à moins de 12,90 €, moins 5%, c'est-à-dire à moins de 12,26 €. C'est un prix plancher. Qu'est-ce que c'est la démarche quand tu crées du coup tes vidéos qu'est-ce que tu veux en gros qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens quand tu publies une vidéo C'est une large question. C'est une large question parce que j'ai plusieurs formats en tête et j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne aussi. C'est une bonne question. Alors, la première chose que j'aimerais leur transmettre déjà, donc c'est les idées que je viens d'exposer, c'est le fait que la poésie peut être pratiquée par tout le monde et qu'elle est simple à pratiquer. Et c'est vraiment le trait de fond de mon propos. Après, j'ai quelques vidéos qui sont consacrées, qui constituent vraiment la base de ma chaîne, qui sont consacrées à la métrique, au fait d'apprendre la poésie classique, on va dire. Celle qui paraît compliquée. Je déconstruis toutes les normes métriques en 10 épisodes et je montre que en fait, c'est pas plus compliqué que d'apprendre à jouer aux échecs ou au sudoku. C'est simplement des petites règles qu'il faut apprendre, qui sont très simples à maîtriser. Et une fois qu'elles sont déconstruites comme ça et séparées, on peut les maîtriser simplement et du coup la poésie n'a plus rien de rebutant. Donc il y a un aspect, une partie des choses que je veux transmettre, c'est cette partie technique là qui paraît rebutante quand on la connaît pas, mais qui est en fait très très simple, vraiment très simple à comprendre. Il y a pas mal de connaissances aussi, j'adore l'histoire, j'ai beaucoup de passion des sciences humaines en dehors de la littérature et j'essaye dans d'autres formats de vidéos qui sont un peu plus longs, de parler aussi de l'histoire de la poésie, de l'histoire de l'écriture, et donc du coup de mêler un peu d'histoire à mes épisodes, ce que j'ai fait là dernièrement avec des collaborations. Je l'ai fait une par exemple avec Nounout de Musique Antique, d'ailleurs c'est Nounout si tu me vois, puisque tu vas me voir, où on parlait de musique pop en même temps qu'on parlait du thème de la muse, qui est un thème vraiment littéraire et centré sur la poésie. J'ai fait des autres épisodes sur l'Iliade avec un type qui fait de la mythologie comparée et un historien, et là aussi un peu croisé du coup de la littérature avec des domaines autres des sciences humaines. Mon idée, je pense vraiment que pour les chaînes culturelles, surtout de la littérature, de les sciences humaines, c'est vraiment important de pouvoir croiser, d'avoir une approche transversale et de pouvoir croiser du coup les pratiques, les domaines, les disciplines qui d'habitude sont séparées de manière universitaire. Parce que c'est ça qui va susciter la curiosité du public et du coup amener les gens qui étaient intéressés par exemple par la littérature, amener les gens là à s'intéresser aussi à l'histoire ou inversement, amener le public à voir différents domaines qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aborder parce qu'ils étaient traditionnellement séparés dans les études universitaires ou dans les librairies. Et la liste des muses littéraires continue. Properce à Cynthia de ses élégies, Dante à Béatrice de la Divine Comédie, Pétrarque à Laure de les Canzoniere, Ronsard à Cassandre, Marie et Hélène de Les Amours. Quant à la musique, je ne t'en parle même pas. Mais mon camarade va le faire. Aurélien, concernant les muses de l'Antiquité, je suis pas très calé, je suis plus spécialisé dans la musique actuelle. Mais la mythologie dit que Dionysos, pas le groupe, Bacchus, aurait été pris en charge et initié à l'harmonie et à la danse par des muses. Et si j'avoue que mon opéra préféré de très loin est l'Orfeo de Monteverdi, on va essentiellement se concentrer sur le rock, car dans le rock, les égéries, c'est pas ce qui manque. Ok, ça se passe comment que créer une vidéo toute ta démarche de création à partir du moment où tu as une idée jusqu'à la réalisation de ta vidéo, jusqu'au moment où tu la publies sur YouTube? Ça dépend aussi du type de vidéo que je fais, est-ce que c'est une collaboration ou non, parce qu'évidemment ça influe beaucoup, ça rajoute entre 1 et 3 mois à la production, le fait de faire une collaboration. Le fait est que pour le moment, je vais avoir une quinzaine de vidéos, en tout et pour tout, c'est que des sujets que je maîtrise.
vraiment bien, donc j'ai assez peu de recherche. Je dirais que j'ai entre 2 heures et 3 jours de recherche, dépendant des vidéos que j'ai faites. Pour le moment, donc c'est assez court. Je commence à faire des recherches donc, de les bouquins que j'ai déjà, ou sur Wikipédia qui me redirige après. Enfin d'autres sites, Wikipédia étant une plateforme absolument exceptionnelle pour pouvoir rediriger après vers des sources scientifiques plus pointues. J'établis le script comme ça. Je le rédige et j'ai un ton de mes vidéos qui est assez écrit. Ce qui est pas forcément une bonne chose, il faut que je travaille là-dessus aussi, mais de manière générale, j'ai assez peu de différence entre ce que j'écris et ce que je dis après. Je mets donc, on va dire, une journée à faire le script. Je tourne après pendant entre 1 et 4 jours, dépendant de la longueur de la vidéo. J'essaie de tourner le soir donc avec les lumières artificielles, donc je m'installe mon petit cadre. Et je mets aussi entre 1 et 3 jours à monter la vidéo. Ce qui fait qu'au final, en 10 jours, je peux en sortir une qui fait entre 10 et 30 minutes, à peu près. T'es plus team youtubeur ou team vidéaste? J'ai l'impression que ça suscite pas mal de questionnements et d'émotions plus ou moins négatives à ce moment. J'avais écouté il y a pas longtemps un live de la vidéothèque avec Y Penser, Gatron Chambier, bon, je sais plus trop qui y avait, qui abordait la question là entre autres, et j'ai assez de mal à comprendre en fait le problème qui est derrière ça. J'ai l'impression voilà, que les détracteurs du terme youtubeur disent que voilà, c'est associé à une marque, du coup c'est mauvais, ou ça place les personnes sous l'égide d'une marque en particulier. Je sais pas, honnêtement, j'ai un peu de mal à me positionner par rapport à ça. Moi, je me définirais plutôt comme youtubeur, puisque c'est la seule plateforme sur laquelle je suis actif. Et c'est celle qui me paraît la meilleure aujourd'hui pour le faire. Mais je vois mal quels sont vraiment les enjeux qu'il y a derrière la question là, concrètement. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi de faire tes vidéos du coup? Un million de choses. Alors, dans le domaine des compétences, tout, puisque je n'y connaissais rien ni en vidéo, ni en son, ni en montage. Et je suis encore en train d'apprendre. Hein. Ça vient lentement, mais je mets du temps à tout comprendre. Donc, rien que pour ça, déjà, ça valait le coup d'essayer. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. D'avoir beaucoup de belles rencontres et de belles surprises, vraiment, que je ne soupçonnais pas du tout à l'origine. Et ça me permet de réaliser un travail énorme sur moi-même, qui est là aussi en cours, qui est loin d'être fini, notamment de mon expression, parce que j'ai tendance à parler très vite, à mal articuler. Et le fait d'être devant une caméra est un exercice qui est vraiment intéressant pour les personnes comme moi. Je suis loin d'être le seul, je pense, être dans le cas là, qui ne sont pas habitués simplement à s'exprimer en public, ou à s'exprimer en privé, mais de manière audible, et voilà, d'avoir un jeu d'acteur, de développer ça, c'est vraiment intéressant. C'est un exercice qui me plaît beaucoup, et généralement c'est un exercice que je redoute. On parlait tout à l'heure du processus de création d'une vidéo. Le tournage est le pire pour moi. De très loin, c'est l'épreuve qui est la plus difficile pour moi, même si elle prend de moins en moins longtemps et que j'apprends de mieux en mieux la maîtriser. C'est celle où je suis le moins confiant et qui est la plus dure à réaliser au final, de très loin. Et c'est la partie où du coup tu t'aimes le plus dans la création? C'est la plus formatrice pour moi, c'est la plus intéressante, et c'est celle que j'aime le moins parce que c'est celle que je maîtrise le moins. Et donc du coup je me sens régulièrement bête quand je bafouille, quand j'articule mal devant la caméra, ou quand je me regarde après et que je vois que le jeu d'acteur qui me semblait très très bon dans ma tête est très très mauvais à l'écran. Ça arrive très souvent. Encore une fois, je pense que je suis pas le seul à le faire, mais ça arrive très, très souvent, donc c'est une épreuve redoutable pour moi. T'as appris comment du coup, à faire des vidéos, par quel biais Totalement sur le tas. Totalement sur le tas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont vraiment incité à me lancer là-dedans. C'est une idée qui me tournait en tête depuis 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans avant de lancer la chaîne. Parce que je me rendais compte qu'il n'y avait pas de chaîne sur la poésie réellement connue en France, et qui aborde surtout la poésie sous un angle pédagogique. Et pour populariser, pour démocratiser la pratique poétique. Donc c'est une idée que j'avais déjà en tête tout seul. En regardant également les vidéos de Nota Bene de Danny Caligula, qui en parlait, qui incitait les personnes qui avaient des idées à se lancer, ça a fait aussi un déclic chez moi. Plusieurs de leurs vidéos m'ont vraiment fait dire voilà, faudrait que si j'ai envie de le faire, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Et un ami, pour le dernier point, m'a aussi incité à me lancer en me disant voilà, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et tu auras des regrets de ne pas l'avoir fait. Mais tout ce que j'ai appris après était vraiment sur le tas. J'avais vraiment aucune compétence, j'en ai toujours aucune d'ailleurs, aucune compétence technique dans le montage, la réalisation, la gestion de vidéo. Belle coïncidence. La 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh présente l'un des plus anciens récits du déluge et de la construction de l'arche.
un récit qui précède de plusieurs siècles celui de la Genèse. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne s'appelle l'Arche. J'aime cette image d'un navire perdu tout seul dans la tempête. Et surtout, j'aime Gilgamesh. Les tablettes de l'épopée ont commencé à être déchiffrées à la fin du 19e siècle. Mais en 2009, on a un nouveau coup de théâtre. Irving Finkel, un célèbre assyriologue du British Museum, parvient enfin à mettre la main sur une mystérieuse tablette, grande comme un iPhone et inconnue jusqu'alors, et qui donne apparemment un autre éclairage sur le déluge et sur son arche. Il raconte sa découverte dans ce livre, L'Arche avant Noé, sur lequel je vais largement m'appuyer pour cette vidéo. Lisez-le, il est passionnant. Comment tu vois ton avenir proche sur YouTube, enfin, dans tes vidéos, c'est quoi tes projets? Pour le moment, faire grossir la chaîne, parce qu'elle grossit très lentement et qu'il faut atteindre un certain seuil d'abonnés, un certain seuil de taille pour commencer à pouvoir tourner tout seul, voilà. À être en roue libre au niveau de la croissance de la chaîne. Pour le moment, je passe encore beaucoup trop de temps à faire la promotion de la chaîne, simplement pour gagner un abonné après l'autre et donc pour émerger le moteur de recherche. Donc dans un avenir proche, c'est essayer de dépasser le seuil des 1000 et après le seuil des 5000. Ça peut arriver plus ou moins vite selon les opportunités. Une fois que c'est fait, là je pourrais passer plus de temps à créer du contenu et moins à faire la promo en continu. Donc l'avenir proche c'est ça, c'est vraiment essayer d'avoir la collaboration qui fait le déclic pour me faire connaître un peu plus. Après j'ai un rythme là de vie qui me permet à peu près de faire régulièrement des vidéos, d'y consacrer des après-midi en fait. Je bosse surtout le matin, une partie de l'après-midi ou une partie de la soirée, donc je peux y travailler un peu chaque jour si je le veux, et c'est d'essayer d'entretenir le rythme là, de trouver différents types d'épisodes aussi, des formules assez courtes en moins de 5 minutes et d'autres formules qui durent plus de 30 minutes, et d'avoir ces deux types d'épisodes sur ma chaîne pour varier justement le type de contenu et le type de personnes qui peuvent le regarder. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui hésiteraient à se lancer Sur YouTube ? Ouais. Je pense qu'il y en a de moins en moins parce que j'ai l'impression vraiment, enfin je suis pas depuis très longtemps dans le milieu là, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, que c'est un phénomène vraiment exponentiel et qu'il y a de mois en mois plus de chaînes qui s'ouvrent. Qu'est-ce que je conseillerais ? Le plus dur à mon avis pour quelqu'un qui se lancerait, qui n'aura pas le matos, c'est d'acheter le matos. C'est d'avoir un matériel qui tienne la route, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, le niveau augmente sans cesse et du coup les auditeurs, les consommateurs comme moi et toi, du coup ça s'attend à avoir un contenu d'une qualité technique qui est de plus en plus haute. Donc à mon avis c'est le premier frein vraiment, c'est ça, simplement d'avoir du son et de l'image qui tienne la route. En dehors de ça, il n'y a vraiment rien à craindre, mais c'est un investissement de temps qui est considérable. Il faut être préparé. Et pour beaucoup de mes contacts, youtubeurs ou vidéastes, comme tu préfères, à qui je parle, ils ont parfois du mal à gérer la vie familiale, plus le boulot, plus ça. Il faut juste être préparé, du coup, si on se lance, et si on a comme projet d'avoir une chaîne durable, pérenne, d'y investir un peu de temps. Il faut juste y être prêt. Mais il n'y a aucune raison sinon de ne pas le faire. Parce que de toute manière, voilà, il n'y a aucun engagement particulier à tenir. Mais être prêt à avoir un matériel qui tient à peu près la route. C'est impossible à mon avis, ça devient de plus en plus difficile de lancer une chaîne avec du matériel vraiment amateur, une webcam et un micro mauvais. Et d'être prêt aussi d'y consacrer régulièrement du temps. Et pas juste une fois tous les 3 mois. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci à toi.